C'est justement en pratiquant le saut à la perche, et j'ai ressenti à un certain moment une douleur au genou. Donc je pensais que ça allait passer. J'ai dit bon, ben c'est parce que je travaille un peu trop sur le genou, ça passera. Et puis ça durait quand même pas mal de temps, jusqu'au moment où il a fallu que je consulte. Et suite aux examens, on a décelé une grosse tumeur au niveau du genou. Donc c'était en 79-80. Et donc à l'époque, la seule solution, c'était malheureusement l'amputation si je voulais avoir une chance de m'en sortir. Je me suis dit que finalement, voilà, j'avais pensé qu'à moi pendant tout ce temps et que j'en avais oublié les choses essentielles. C'est que j'avais eu la chance d'être en vie lorsque j'ai eu mon cancer. Donc c'est des choses que j'avais un petit peu oubliées et j'ai juste envie de tout simplement de me rendre utile, de contribuer à la recherche contre le cancer. Donc voilà, donc je courais, puis je me disais, il faudrait que je fasse quelque chose, pourquoi pas, voilà, une opération sportive, et puis collecter des fonds. Et tout de suite, l'histoire de Terry Fox m'est revenue à l'esprit. Je me suis dit, mais Terry Fox avait fait son marathon de l'espoir, il avait traversé le Canada, pourquoi je ne ferais pas la même chose? J'avais besoin d'en parler, j'en ai pas parlé à grand monde, mais il fallait que je me libère, que je parle de ce qui se passait, parce que les gens se rendaient pas forcément compte, les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, pour eux tout se passait bien, alors que c'était la catastrophe. Je sentais que j'étais pas loin d'abandonner, quoi. D'un autre côté, j'avais beaucoup de Canadiens qui me disaient, il faut que vous arriviez jusqu'à Vancouver, parce qu'on a eu tellement de peine lorsque Terry a dû arrêter, vous n'allez pas faire pareil, il faut arriver jusqu'à Vancouver. Donc j'avais les locaux qui me poussaient, ils me disaient il faut arriver jusqu'à Vancouver, et puis je le sens. Et puis en plus, bon, il y avait un petit côté spirituel, parce que je le sentais là au-dessus, quelque part, il était là. Je me disais il faut que j'arrive au bout, et puis j'ai sa force, il me donne sa force, et puis puis j'arriverai jusqu'à Vancouver. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Guy Amalfitano. Guy a été confronté très jeune à la maladie, avec un ostéosarcome, une forme de cancer des os qui a eu pour conséquence une amputation de sa jambe droite à l'âge de 18 ans. Vous l'entendrez, le sport a joué un rôle fondamental dans la reconstruction de Guy. Il s'est ainsi lancé des défis sportifs et humains de grande envergure pour porter largement autour de lui un message d'espoir à destination des malades, de leurs proches et finalement de nous tous. Guy va nous faire vivre aujourd'hui un périple saisissant et particulièrement émouvant à l'occasion de sa traversée de l'espoir, un incroyable projet de traversée du Canada d'est en ouest en courant à l'aide de ses béquilles. Une aventure de près de 6 mois et de plus de 7000 km qui l'a conduit à vivre des émotions à nul autre pareil. Mais je ne vous en dis pas plus. Guy va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, la traversée de l'espoir. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Guy, je suis ravi de te recevoir dans ce 31e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Eh ben, écoute, ça va bien, et toi, Guillaume? Pas trop mal, écoute, compte tenu du contexte, je compose comme tout le monde et ça va plutôt bien, j'ai pas à me plaindre. Non, on va pas se plaindre, en plus il fait beau, là, ici, je suis très très bien, donc ça va, tout va bien. T'as pu faire des bonhommes de neige cette semaine, comme nous ? Ben non, tu vois, ici dans le sud, parce que j'habite dans le sud-ouest, rarement on a de la neige, surtout en plaine. Bon, en montagne on a de la neige, mais en plaine c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de neige, donc j'ai pas cette chance-là. C'est un privilège réservé aux Parisiens cette semaine. Eh oui. Eh oui. Guy, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive et ta fabuleuse traversée de l'espoir qui va nous intéresser aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Eh bien oui, écoutez, je m'appelle Guy Amalfitano, j'ai 57 ans,
J'habite dans le sud de la France, dans le Béarn, plus exactement, et encore plus précisément à Lamandrin, un petit village dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport et des premiers sports que tu as pratiqués lorsque tu étais enfant puis jeune ado, Guy? Oui, alors quand j'étais tout jeune enfant, je faisais du judo. J'ai pratiqué le judo, je faisais du foot aussi. J'ai un petit peu fait le sport collectif parce que mon père était un grand footballeur, donc enfin un grand footballeur. C'était pas un professionnel, mais c'était un amateur. Mais voilà, donc il aurait aimé que je fasse un petit peu, que je me dirige vers le sport collectif et notamment le football. Donc j'ai fait un petit peu j'ai fait quelques essais à ce niveau-là et puis bon, ça a pas trop marché. J'ai fait ensuite du judo et puis un peu plus tard dans mon adolescence, je me suis dirigé vers l'athlétisme et notamment tout ce qui était saut, soit en hauteur, soit en longueur, soit la perche. Voilà. Tu pratiquais quotidiennement, de façon très suivie et très régulière Oui, le sport? j'étais dans un club, j'ai participé à pas mal de championnats départementaux, régionaux. Voilà, j'étais plus spécialisé dans le saut à la perche, on va dire. À l'âge de 17 ans, ta vie bascule lorsque tu apprends que tu es atteint d'un cancer et plus particulièrement un ostéosarcome au niveau du genou. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as découvert et appris que tu étais atteint de cette maladie? Écoute, c'est justement en pratiquant le saut à la perche, j'ai ressenti à un certain moment une douleur au genou. Donc je pensais que ça allait passer. J'ai dit bon c'est parce que je travaille un peu trop sur le genou, ça passera. Et puis ça durait quand même pas mal de temps jusqu'au moment où il a fallu que je consulte. Et suite aux examens, on a décelé une grosse tumeur au niveau du genou. Donc c'était en 79-80. Et donc à l'époque la seule solution c'était malheureusement l'amputation si je voulais avoir une chance de m'en sortir. Voilà comment j'ai appris ma situation. Donc tu as été amputé de ta jambe droite à l'âge de 18 ans et il y a eu un moment assez clé dans les étapes postérieures à ça et notamment dans les séances de chimio que tu as suivies après ton amputation. Tu vas vivre une forme de révélation très importante et qui va finalement donner un nouvel élan et t'ouvrir de nouvelles perspectives. Sur ton lit d'hôpital, tu vas avoir une espèce de révélation en regardant ta télé. C'est ça. J'étais sur mon lit d'hôpital en train de faire de la chimio et c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, quand on perd une jambe, on se pose beaucoup de questions. On est angoissé, on se dit que voilà la vie elle va être compliquée, ça y est, tout est foutu, je vais plus pouvoir rien faire, quoi. Tout ce que je faisais avant, je vais plus pouvoir le faire. Donc j'étais en plein questionnement. Et puis sur une séance de chimio, j'étais sur mon lit d'hôpital dans ma chambre et puis j'allumais la télé pendant la chimio et il y avait les infos. Et aux infos, je suis tombé sur un reportage qui était réalisé sur un Canadien qui s'appelait Terry Fox. C'était quelqu'un qui avait entrepris une traversée du Canada pour collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Donc il était en train de faire ce périple-là. Alors lui aussi avait été amputé de sa jambe à l'âge de 17 ans. Et donc il courait avec une prothèse artificielle. Et donc moi quand j'ai vu ce personnage à la télé, ça m'a de suite parlé. Ça m'a donné forcément un coup de boost parce que j'ai réalisé que même avec une seule jambe, on pouvait faire des choses. La vie ne s'arrêtait pas là. Donc en fait, Terry m'a vraiment donné une claque, on va dire, ce qui m'a permis de rebondir, de réagir et de me lancer dans différentes activités. Donc voilà, pour moi c'est un exemple. Et il m'a vraiment beaucoup aidé dans cette période où ça a été vraiment très compliqué. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de la place qu'a tenu le sport dans ta reconstruction et à quel point ça a pu t'aider à continuer à avancer et à te projeter et à te réaliser? Et disons, moi, le sport, ça m'a permis de pas gamberger, de pas focaliser sur ce qui m'était arrivé, de penser à autre chose, d'être occupé, de m'occuper l'esprit, le corps à autre chose, sans penser au reste. Et puis c'est vrai qu'en faisant du sport, et puis surtout du sport de haut niveau, puisque moi quand j'ai repris le sport, alors évidemment j'ai pas repris l'athlétisme, je me suis lancé dans le ski parce que c'était une discipline qui me plaisait déjà avant, et j'avais appris que beaucoup d'unijambistes pratiquaient le ski, donc je suis parti, j'ai fait des stages de ski, et puis après tout est allé très vite, je suis rentré en équipe de France et en équipe de France de ski et voilà, j'ai fait beaucoup de compétitions, donc ça permet un petit peu de prendre confiance en soi, quoi. Voilà, donc
c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Tu as pratiqué à haut niveau, tu peux le dire quand même, tu as eu Oui, la oui, chance de oui, j'ai participer aux Jeux Olympiques. participé à pas mal de Jeux Olympiques, Innsbruck, voilà, j'ai terminé ma carrière à Albertville. Je suis allé à Calgary aussi. Donc voilà, j'ai fait, c'est vraiment ma discipline de prédilection. Et encore aujourd'hui, même si j'ai arrêté au niveau compétition, je continue à pratiquer le ski. La course à pied, elle était plutôt secondaire jusqu'alors dans ta pratique sportive. À quel moment est-ce qu'elle a finalement réapparu dans ta vie? Elle a apparu lors d'un événement qui aurait pu être dramatique en fait, puisque j'étais justement en train je faisais du ski. C'était une journée loisir. Je faisais du ski, je fais pas mal de freestyle. Et sur un saut de bosse, sur une réception, je me suis mal réceptionné et je me suis fracassé une troisième lombaire. Donc ça aurait pu être dramatique, très dramatique même, parce que quand j'ai vu les radios de ma vertèbre, voilà quoi, elle était complètement totalement écrasée. Donc voilà, en fait la course à pied est arrivée à ce moment-là parce qu'en fait lorsque j'étais en convalescence, parce que bon je suis resté 5-6 mois pratiquement sans rien faire. Et évidemment, j'avais pris pas mal de poids. Je m'étais un petit peu laissé aller sur la nourriture et tout le reste. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller un petit peu courir pour essayer d'éliminer tout ça. Surtout que ma fille m'avait fait une petite réflexion qui m'avait un peu vexé. Donc, j'avais promis. Je lui ai dit, écoute, à partir de demain, je vais partir tous les jours. Je vais me faire, voilà, pendant un mois, pendant une semaine, 15 jours. Je vais partir sur la route, là, dans le quartier. Je vais courir. Et puis voilà, je vais tout perdre, tout ce que j'ai, tout l'embonpoint que j'ai récupéré, je vais le perdre. Et donc voilà, tout est parti de là en fait. C'était à quelle période ça, selon cette période que tu évoques? C'était en 2010. Donc voilà, c'est pas si loin que ça finalement quelque part si on y réfléchit bien. Donc pendant ces séances de course à pied, ben j'en ai profité un petit peu pour faire mon introspection. Voilà, j'ai simplement un petit peu j'ai fait un petit flashback sur ma vie, sur ce que j'avais vécu, parce que c'est vrai que j'avais eu quand même la sensation que j'étais passé à côté d'une catastrophe, quoi, quand j'ai eu cet accident de ski. Donc, je me suis dit, la vie, elle peut se jouer à pas grand chose, donc voilà, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis questionné, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à présent finalement, et je me suis aperçu que durant toute cette période-là, après mon amputation, durant toutes ces années où j'ai fait du ski, où j'avais un petit peu j'étais sous le feu des projecteurs parce qu'on parlait pas mal de moi par l'intermédiaire de la presse et ainsi de suite. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu le centre, j'avais l'impression d'être le centre du monde et je me suis dit que finalement voilà, j'avais pensé qu'à moi pendant tout ce temps et que j'en avais oublié les choses essentielles, c'est que j'avais eu la chance d'être en vie lorsque j'ai eu mon cancer, parce que j'ai mon voisin de chambrée lui qui a eu la même chose et malheureusement malgré l'amputation ben, il est décédé. Donc c'est des choses que j'avais un petit peu oubliées et j'ai juste envie de tout simplement de me rendre utile, de contribuer à la recherche contre le cancer. Donc voilà, donc je courais, puis je me disais, ben il faudrait que je fasse quelque chose, pourquoi pas voilà une opération sportive et puis collecter des fonds. Et tout de suite l'histoire de Terry Fox m'est revenue à l'esprit. Je me suis dit, mais Terry Fox avait fait son marathon de l'espoir, avait traversé le Canada, pourquoi je ne ferais pas la même chose, traverser par exemple la France et puis collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Donc à partir de là, je me suis focalisé là-dessus. Mon entraînement, ma course à pied qui devait durer qu'une petite quinzaine de jours, juste pour la forme comme ça, ben j'ai pris un programme d'entraînement, je me suis entraîné pendant un an parce que bon, la course à pied c'est pas mon sport. Hein. Moi, la course à pied, à la base, j'aime pas ça. Donc c'est aussi simple que ça. Donc il a fallu que je me motive. J'avais cette motivation. La motivation, c'était essayer de faire le Tour de France et de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Après, peu importe la discipline, il se trouve que bon voilà, Terry Fox courait, donc en fait la course à pied s'est imposée à moi. C'est pas moi qui ai choisi la discipline, ça s'est imposé comme ça. Et voilà. Donc je me suis entraîné pendant un an
avec des angoisses, beaucoup d'angoisses parce que je partais dans quelque chose que je ne connaissais pas, dans l'inconnu, puisque moi je ne courais jamais, je ne courais jamais, pratiquement jamais. Et en plus, pour mon premier périple, j'avais fixé la barre quand même assez haut, puisque j'avais prévu de faire un Tour de France de 4000 km avec une moyenne de à peu près 30 km par jour. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir, c'est ambitieux. Voilà, le défi était quand même assez osé. Donc pendant toute la période de préparation, j'ai eu des phases de doute, d'autres périodes où j'étais complètement motivé, reboosté. Alors c'est vrai que quand j'en parlais autour de moi, les gens, il y en avait beaucoup qui me disaient mais tu te rends pas compte de ce que tu vas faire, tu n'y arriveras pas. Donc en fait j'ai écouté mon instinct. J'étais focus sur ça, j'étais sur mon rail, donc j'ai continué là-dessus. Et finalement, quand j'ai pris le départ en 2011 de mon Tour de France que j'ai appelé le marathon de l'espoir, en hommage justement à Terry Fox, qui l'avait appelé lui aussi son périple, le marathon de l'espoir. Finalement, je me suis lancé dans cette aventure et c'est passé. Et que tu as réussi à boucler? J'ai réussi à boucler en 129 jours, j'ai bouclé 4000 km. Et tu te dis que c'est pas assez, donc finalement 2 ans plus tard, tu réédites cet exploit en repoussant encore plus tes limites et le kilométrage avec 1500 km de plus au compteur. Disons que moi, j'étais très sollicité par les gens. Après mon premier périple, il y a beaucoup de gens qui m'ont loupé sur la route. Beaucoup de communes qui auraient voulu que je passe du côté de chez elles. Et bon, je pouvais pas non plus passer partout en France. Et puis, il y a des gens qui me disaient, oh, c'est dommage, tu pourrais refaire une deuxième édition, ce serait super, on pourrait te recevoir. Donc, j'ai tenu compte de ça, de toutes ces mails, parce que j'ai reçu beaucoup de mails. Donc, voilà, j'ai un petit peu élaboré un nouveau circuit en tenant compte des demandes des gens. Et c'est pour ça qu'en 2013, je me suis lancé dans une deuxième édition où j'ai fait un peu plus de 6000 km en 173 jours, je crois, ou 175 jours. J'ai bouclé 6000 km, ça m'a valu d'ailleurs le record du monde, développé par Guinness. Oui, tu es dans le Guinness Book avec cette performance, puisque c'est en continu aussi, tu cours tous les jours sans répit entre chaque journée de course. Sans interruption, puisque cette deuxième édition, je faisais une moyenne de à peu près 37 km, même les derniers temps, la deuxième partie de parcours, je voulais atteindre les 6000 parce qu'à la base, j'avais prévu juste un circuit de 5000 km et j'ai dit pourquoi pas, 5500 km et je me suis dit pourquoi pas boucler un 6000, c'est un contre-rond, c'est joli, donc du coup j'ai poussé un petit peu plus mes étapes et je faisais des moyennes de 40 km en deuxième partie de périple. Ce que j'ai entendu en préparant cette émission, c'est que c'était aussi pour toi vraiment un moyen un peu indispensable pour attirer l'attention, puisqu'aujourd'hui, pour sensibiliser sur ce type de causes et sur ces luttes, notamment contre la maladie et le cancer plus particulièrement, il faut vraiment trouver des moyens de se distinguer, et c'était pour toi vraiment dans cette logique-là. Ouais, c'est très compliqué de mobiliser les gens, donc il faut trouver des choses spectaculaires à faire. Donc j'ai rien trouvé de mieux de faire ça. Puis c'est vrai que ça a très bien fonctionné. Les gens étaient un petit peu curieux, il y avait beaucoup de... J'ai vécu 2 aventures humaines extraordinaires parce que sur la route j'ai rencontré beaucoup de gens et puis moi ça m'a permis un petit peu aussi de lutter contre une phobie que j'ai eue durant pas mal d'années qui m'ont un petit peu handicapé tout au long de ma vie. C'est le fait que je sois très timide. J'étais très timide, c'était vraiment maladif, hein. J'avais énormément de mal à m'exprimer devant des gens, même devant 3 personnes. Donc ça c'est très compliqué et ces périples là en fait m'ont permis de combattre, d'aller à l'encontre de cette phobie, de la combattre, et puis finalement d'en venir à bout. Ça m'a énormément apporté à ce niveau-là aussi. Quelles sont, selon toi, Guy, les qualités indispensables pour réussir de tels défis? Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir pour pouvoir se lancer et connaître le succès dans des aventures aussi incroyables? Il faut pas grand-chose pour moi. Il faut juste oser faire les choses. Voilà. Si on a envie de faire quelque chose, faut vraiment pas se poser de questions. Faut tenter. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, l'échec. Mais bon, l'échec, ça fait partie de la vie. Et puis pour moi, c'est pas forcément, c'est pas négatif. Hein. Quand on échoue, ça permet un petit peu de revoir les choses. Ça nous apprend beaucoup de choses ça nous permet de nous améliorer et puis de recommencer. Pour moi, voilà, il faut oser faire les choses, pas avoir de doute sur quoi que ce soit. Moi, c'est vrai que lors de mon premier périple, quand je me suis lancé dans cette aventure, j'ai dit allez, j'y vais, mais j'ai pas tenu compte des avis des gens. Il
faut pas se laisser influencer. Faut suivre son instinct, faut suivre son objectif, et puis on s'aperçoit que finalement, beaucoup de choses, on peut faire énormément de choses, quoi. Merci beaucoup pour cette introduction, Guy. Place désormais maintenant à notre séquence de la basket chinoise, qui est notre portrait chinois version sportive de l'émission. Première question, c'est la basket chinoise. Si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu? Alors, un personnage de fiction. On va repartir un petit peu dans mon enfance. Je pense que il y a un personnage qui m'a un petit peu bercé tout au long de mon enfance, c'est Tintin, bien évidemment. J'ai découvert tous ces albums au fur et à mesure lorsqu'ils sortaient. Donc c'est vrai que je dévorais les aventures de Tintin, et puis voilà, en plus c'est un aventurier, c'est un reporter, voilà, je le trouvais, voilà, c'était mon héros, quoi. Donc on va dire que ce serait Tintin, oui. Et si tu étais un animal, lequel serais-tu? Ah ben l'animal, je te dis de suite, ce serait le kangourou, parce que le kangourou, Qui est aussi un de tes surnoms? c'est mon surnom, oui, disons que c'est un surnom qui me colle à la peau depuis que j'ai entrepris ces courses solidaires. Voilà. Donc on m'appelle le kangourou tout simplement parce que Oui, c'est lié à ta foulée, c'est ça, la façon spécifique oui, dont tu c'est gères dû à ta ma foulée. façon de courir, puisque j'intercale un cloche-pied. Moi, je ne cours pas avec une prothèse artificielle, parce que c'est une prothèse, c'est vrai que c'est très compliqué enfin, c'est pas compliqué, mais disons que ça demande énormément d'énergie à faire fonctionner, surtout les prothèses de maintenant. Bon, alors à l'époque, Terry Fox, il avait une prothèse tout à fait traditionnelle, c'était pas une prothèse de course. Donc en fait, il se reposait sur sa prothèse. Et quand on regarde bien ses vidéos, il intercalait lui également un cloche-pied. Et il se reposait ensuite sur sa prothèse. Donc les prothèses de maintenant, alors c'est vrai qu'elles sont très sophistiquées, mais il faut arriver à les faire fonctionner correctement, et ça demande énormément d'énergie. Alors pour des distances telles qu'un marathon, semi-marathon, ça peut passer, et encore, ça peut occasionner beaucoup de blessures au niveau du moignon. Donc moi, pour moi, la solution la plus simple, c'était de courir avec des béquilles que j'ai adaptées spécialement pour la course à pied. Et puis une technique qui me permet d'intercaler un cloche-pied, et ça me permet un petit peu de me relancer, et je peux avancer comme ça sur une moyenne de 8, je suis entre 8 et 10 km/h en vitesse moyenne. Voilà. Et donc ce surnom de kangourou est venu de mon saut de kangourou, mon cloche-pied. C'est pas parce que tu mets plein de choses dans ta petite poche ventrale, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Après, je serais un petit peu aussi un petit peu au niveau caractère, je serais un petit peu comme un kangourou. Moi, je suis un animal un petit peu sauvage. Voilà, j'aime bien dans mon petit coin de temps en temps. C'est assez paradoxal, parce que d'un côté, je suis assez solitaire, et puis d'un autre côté, quand je me lance dans ces aventures-là, j'adore le contact avec les gens, et voilà, c'est mon côté paradoxal. Dernière question de cette basket chinoise, Guy. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui inspire une certaine forme d'admiration chez toi? Oui, alors moi, il y a un sportif qui me sidère à chaque fois. Il s'appelle Candide Tovex. C'est un freerider un skieur, un ski, voilà, il fait du ski freestyle. C'est actuellement le plus grand de tous les freestylers de la planète. Et moi, à chaque fois que je vois ses vidéos, je suis halluciné, parce qu'il a une maîtrise totale de son corps dans l'espace, et moi, j'adorerais faire ça, parce qu'en plus, quand on le voit faire, on a l'impression que c'est trop simple, quoi. Donc, alors que c'est hyper compliqué. Et je suis en admiration sur ce type-là. Ouais, c'est des vidéos très spectaculaires, c'est assez bluffant. Il est hyper bluffant dans ces vidéos sur YouTube. Je te conseille d'aller les voir, mais elles sont impressionnantes, quoi. Il fait des choses incroyables. Oui, je le conseille aussi à tous nos auditeurs. Ruez-vous sur les vidéos de Candide Tovex si vous ne les avez pas vues jusqu'à maintenant. C'est vraiment hyper spectaculaire. Guy, merci de t'être prêté au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, la traversée de l'espoir. Pour en planter le décor en quelques mots, cap à l'ouest aujourd'hui, direction le Canada. Après ton record du monde de la plus longue distance parcourue sur une jambe sans interruption dont nous avons parlé un tout petit peu plus tôt, tu t'es lancé en 2017 un nouveau défi, partir sur les traces de Terry Fox pour lui rendre hommage en tentant de relier la côte est à la côte ouest du Canada en courant. Cette traversée transcanadienne de près de 6 mois prévue entre le 14 mai et le 6 novembre 2017 nécessite ainsi de courir 177 jours consécutifs sans un seul jour de repos, avec une moyenne journalière de course de 43 km, soit l'équivalent d'un marathon par jour. Ton parcours doit ainsi te mener de St. John's à Terre-Neuve à l'arrivée à Vancouver, en croisant sur ta route Montréal, Toronto ou encore Thunder Bay où se trouve le mémorial de Terry Fox. Un projet humain et sportif absolument titanesque qui est également une formidable exposition donnée à la lutte contre le cancer et une source d'espoir pour tous.
Voilà pour ces éléments introductifs sur ta traversée de l'espoir que tu vas nous raconter bien évidemment plus en détail. Avant de faire le grand saut dans ta course épique, je te propose de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Voici ma question qui pique pour toi, Guy. J'espère que tu es prêt. Le 4 avril 2005, pas besoin de trembler, tu verras, tout va très bien se passer. Le 4 avril 2005, la monnaie royale canadienne frappe une pièce de $1 pour rendre hommage à Terry Fox et célébrer ainsi le 25e anniversaire de sa célèbre course du Marathon de l'Espoir. Pourrais-tu me dire ce que cette pièce à l'effigie de Terry Fox a de si exceptionnel et qui n'avait alors jamais été vu au Canada? Cette pièce, elle a d'exceptionnel que, tout simplement que déjà Terry Fox y figure. Et Terry Fox, pour moi, c'est le plus grand de tous. C'est un vrai mythe là-bas. Il est peut-être moins connu en France, mais c'est vrai qu'on avait l'occasion de l'évoquer dans la préparation de nos échanges. C'est quelqu'un qui compte beaucoup dans la société canadienne. C'est un mythe. Il faut quand même imaginer. Oui, et puis il faut imaginer, par exemple ici en France, qu'on imprime une pièce à l'effigie d'un sportif. Moi, je trouve que puis de toute façon, il le mérite tellement. C'est un personnage tellement incroyable, tellement fort physiquement, moralement et avec énormément de qualité et donc voilà quoi dire sur cette pièce, que c'est incroyable. D'ailleurs, je l'ai cette pièce. Ah oui? Oui, je l'ai. Et alors, juste pour préciser peut-être la réponse, elle a de particulier qu'évidemment, Terry est un personnage particulièrement marquant au sein de la société canadienne, mais c'est aussi la première fois qu'il y avait une personnalité qui n'appartenait pas à la famille royale canadienne, qui était présente, à la famille royale, pas forcément canadienne d'ailleurs, c'est plutôt anglaise, qui ne figurait pas sur la pièce. C'était une toute première, donc ça souligne à nouveau à quel point il a pu marquer les esprits. Évidemment, il a marqué les esprits. Mais il a mobilisé le Canada entier, quoi. Ça a été incroyable l'aventure qu'il a vécue. Malheureusement, qui s'est terminée à Thunder Bay, mais ça a marqué les esprits dans les écoles. L'histoire de Terry Fox, on la raconte. Des mémoriaux, il y en a un petit peu partout au Canada, pas forcément à Thunder Bay. Il y en a à Toronto, il y en a à Ottawa, il y en a à Vancouver. Il y en a un petit peu dans toutes les grandes villes du territoire canadien. Il y a des mémoriaux de Terry Fox. Il faut vraiment lire son histoire, s'intéresser à son histoire pour comprendre ce qu'il a réellement fait. Merci beaucoup Guy, c'en est fini de cette question qui pique. On va parler désormais de ta captivante traversée de l'espoir qui nous intéresse aujourd'hui. Pour commencer, donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet de traversée de l'espoir? Tu nous as raconté tes projets de Tour de France. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu rendes hommage à Terry et que toi-même tu t'inscrives dans ce projet-là pour toi et pour les autres? À quel moment tout ça a pris corps et tu t'es dit ok, mon prochain grand défi ce sera celui-là, ce sera traverser le Canada? Disons que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là alors que je terminais mon deuxième périple en 2013, mon deuxième Tour de France. Je terminais, c'était mes dernières étapes et puis j'avais un petit peu déjà la nostalgie de l'aventure en me disant ouais, j'ai vécu tellement de choses, c'est incroyable. Les gens que j'ai rencontrés partout dans toute la France, ça a été incroyable. Et je me disais mais punaise, j'ai une chance incroyable, c'est pas donné à tout le monde de faire ce que j'ai fait. Mais bon, je me suis dit aussi que finalement si j'ai fait ça, c'est grâce à une seule personne, c'était grâce à Terry Fox. Si je l'avais pas vu un jour à la télévision, j'aurais pas eu l'idée de faire ce que j'ai entrepris et ce que je continue à faire maintenant. Donc pour moi, il fallait que je le remercie d'une manière ou d'une autre, et le seul moyen c'était d'aller sur ses traces, d'aller chez lui, de partir du point zéro, et puis voilà, et puis d'arriver au moins jusqu'à Thunder Bay, l'endroit où il s'est arrêté. Oui, parce que c'est un point qu'on n'a pas expliqué jusqu'à maintenant, mais Terry Fox a malheureusement dû abandonner sa tentative de traversée. En fait, Terry Fox a démarré son périple donc de St. John's. Et puis à mi-parcours à Thunder Bay, du côté de Thunder Bay, il a senti ça n'allait pas du tout, il a senti des douleurs et en fait il est allé voir un médecin et le cancer était revenu. Et donc il a dû arrêter son périple à Thunder Bay, du côté de Thunder Bay. Donc ça a été une catastrophe pour lui évidemment, pour ses proches et puis pour tous les gens qui l'attendaient sur le bord de la route, parce que il avait réussi quand même à mobiliser. Ça a été un petit peu compliqué le départ. Parce qu'il voulait vraiment mobiliser les gens, et au départ, par exemple, la traversée de Terre-Neuve, ça a été compliqué parce que il est passé un petit peu inaperçu. Toute l'île de Terre-Neuve, ça a été un petit peu compliqué, jusqu'à Montréal, ça a été laborieux, et ensuite, c'est là que il y a eu un déclic à un moment donné.
Et là, l'engouement était terrible. Tout le Canada s'est mobilisé. Chaque Canadien a donné. C'est ce qu'il voulait. Hein. Il voulait que chaque Canadien en fait donne $1 pour la recherche. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait une collecte absolument faramineuse, phénoménale. Mais donc voilà, donc les gens l'attendaient au bord des routes. Il y avait une foule énorme partout dans les grandes villes. Quand il arrivait dans les grandes villes, c'était hallucinant, quoi. Et puis malheureusement, Thunder Bay, il a dû arrêter son périple. Ça a été une catastrophe nationale. Et donc il est décédé quelques mois plus tard. Donc il y a un mémorial qui est très impressionnant, très magnifique, que moi j'ai vu pendant pas mal de temps. Je le voyais en photo, je le voyais même un petit peu en vidéo, et je me disais peut-être qu'un jour j'irai à ce mémorial, je le verrai, sans savoir que j'allais décider un jour de partir au Canada. Et donc il a arrêté son périple à Thunder Bay. Voilà. Donc moi j'ai décidé d'aller un petit peu sur ses traces, de rencontrer le peuple canadien aussi. Et puis pour lui rendre hommage, tout simplement, c'est juste rendre hommage à mon héros. C'était la seule façon de le faire. La préparation pour ce type de défi, elle doit être très spécifique. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes? Combien de temps avant tu as commencé à te lancer dans la préparation physique et peut-être mentale de ce défi? Il m'a fallu 1 an de préparation intensive, hein, parce que il faut déjà s'entraîner, courir, entraîner le corps, habituer les corps à l'effort chaque jour. Donc chaque jour je faisais des distances, certaines distances, et puis je rallongeais au fur et à mesure. Et puis parallèlement à ça, il y a toute la partie logistique, parce qu'il fallait que je trouve un camping-car, puisque j'étais suivi par un camping-car, et des chauffeurs qui conduisent le camping-car. Donc voilà, il y avait la partie physique et ensuite toute la partie logistique à préparer. Donc l'essentiel de la partie logistique, c'est ça, c'est le camping-car, c'est trouver des chauffeurs. Voilà, c'est-à-dire que le camping-car, il fallait trouver le camping-car, et ensuite les chauffeurs. Donc les chauffeurs, j'ai trouvé 7 chauffeurs. Donc 7 chauffeurs se sont relayés sur tout le pays. Chacun sur une période de 3 semaines à peu près, c'est ça? À peu près, voilà, exactement. Est-ce que tu as dû apporter des modifications à tes béquilles spécifiquement pour ce défi-là? Alors non, j'ai gardé un petit peu les mêmes béquilles que j'avais dès mon premier périple, hein, puisque elles étaient déjà très opérationnelles, puisque en fait j'ai des béquilles avec des gros ressorts, des gros amortisseurs à la base, ce qui me permet d'amortir les chocs. Et ensuite je me suis fait mouler les avant-bras et les mains pour avoir des appuis plus confortables. Donc voilà, j'ai gardé un petit peu le même système pour ce périple-là. Qui avait fait ses preuves. Qui avait fait ses preuves, exactement. Est-ce que tu avais en tête de collecter des fonds à l'occasion de cette traversée? Non, la collecte de fonds ne faisait pas partie du programme. Moi, je le faisais uniquement pour rendre hommage à Terry. Mais il se trouve que sur place, les Canadiens, qui sont très curieux, me voyaient sur la route, ils s'arrêtaient, ils me posaient des questions, et comme ils savaient quand ils découvraient ce que je faisais, ils voulaient absolument contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc ils me tendaient des billets en me disant écoute, ce soir tu pourras dormir comme ça dans un motel plutôt que dans le camping-car, où tu te paieras un bon repas. Et moi je ne voulais pas ça, puisque au niveau de la nourriture, au niveau du couchage, j'avais tout prévu, donc il n'y avait pas de souci. Mais voilà, les gens insistaient, donc ce que j'ai fait, je récupérais l'argent en disant bien que la totalité de tout l'argent récolté durant le périple, je le remettrai à Vancouver, à la Ligue, ça s'appelle pas la Ligue contre le cancer au Canada, ça s'appelle la Société canadienne du cancer. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était pas prévu. Est-ce que tu as prévu de suivre rigoureusement les traces de Terry Fox, ou est-ce que tu as apporté des modifications à son parcours? En gros, est-ce que chaque point d'étape était rigoureusement déterminé en amont, ou est-ce que tu te laissais un peu de latitude pour improviser ton parcours ou faire des petits ajustements? Non, disons que je savais j'ai pas suivi rigoureusement ces étapes. Hein. Par contre, j'ai suivi son chemin, puisque de toute façon, il prenait que la transcanadienne. Donc la route là-bas, il y en a pas 10 000, il y en a qu'une. C'est la highway, hein, celle qui traverse tout le Canada. Donc non, de ce côté-là, mais je suis passé là où il est passé. Et justement, le fait d'être à côté de l'highway, d'avoir des passages qui soient majoritairement des grands axes avec beaucoup de trafic, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupait? Non, parce que je recherchais ça. Je voulais pas non plus forcément m'isoler, puisque le but c'était aussi un petit peu de rencontrer les gens, de me montrer.
Et non, c'est quelque chose qui me. Et puis en plus, disons que j'avais beaucoup d'encouragement sur la route. Il y avait beaucoup de voitures, de camions qui me faisaient des petits coucous. Il y avait les gens qui s'arrêtaient, les camionneurs, alors là, les gros camions. J'avais sans arrêt des coups de klaxon, mes amicaux, hein. Donc ouais, c'était mes grands amis les camionneurs, parce que franchement, et puis en période d'été, c'était bien parce qu'ils me faisaient des gros appels d'air, et comme il faisait très chaud, il faisait un peu d'air, quoi. Donc c'était pas mal aussi. Le mois d'octobre et début novembre, ça devait être un petit peu moins agréable. Exactement. Quand j'ai attaqué les Rocheuses, quand je suis arrivé près des Rocheuses, là c'était un peu plus compliqué. Je démarrais les matinées avec une température de moins 8, moins 10 degrés. Donc oui, mais enfin bon, bien couvert, ça passe sans problème. Est-ce que tu perçois cette traversée comme un défi à ta mesure ou un challenge très difficile, voire quasi impossible? Est-ce que tu es confiant au moment de t'es lancé dans tes chances de succès et d'arriver à rallier Vancouver? Après, il y a toujours une partie inconnue, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais moi, j'étais non, mes capacités, j'avais confiance en mes capacités. Je l'avais vu lors de dans mes précédents périples. Hein, j'ai poussé un petit peu la machine pour tester. Donc, je savais que ce que je me fixais, c'était pas non plus surnaturel, insurmontable. J'ai pas eu de doute là-dessus. Après, c'est sûr que quand on commence à avoir des petits soucis, des soucis physiques, là, on commence un petit peu à se poser des questions et avoir des doutes en se disant mince, est-ce que je vais pouvoir finir? Et voilà, toutes ces choses-là, on n'est jamais sûr de rien, quoi. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a plus particulièrement une chose que tu appréhendes avant de t'élancer? Est-ce que voilà, c'est la partie physique, la dimension mentale de réussir à t'accrocher sur autant de temps? C'est ce pays que tu connais pas, sur lequel tu as peut-être moins de repères que la France. Est-ce qu'il y a quelque chose qui potentiellement te paraît plus difficile à surmonter? Non. Je suis parti, je me suis pas forcément posé ces questions-là. Je savais que j'avais bien ficelé mon périple, que tout était calé. Voilà, je savais que j'avais tant de kilomètres à faire, j'avais fait un bon entraînement, j'étais bien préparé physiquement. Donc il n'y avait pas de raison que je me pose des questions. Tout était sous contrôle. Enfin, tout était sous contrôle. Tout ce qui pouvait l'être en tout cas sur le. Mais tu avais fait ce qu'il fallait en tout cas pour arriver dans les meilleures dispositions. Ouais, c'est ça. Tu vas nous le raconter ensuite au fil de tes différentes étapes, Guy, mais est-ce que tu peux juste nous donner un ordre d'idée de ton organisation et de ton agenda sur une journée type de course? À quelle heure tu commences tes journées? À quel moment tu te nourris? Est-ce que tu te reposes? Comment était structurée une journée type? Est-ce que tu avais des rituels que tu avais un peu mis en place pour bien cadrer l'enchaînement de ces journées de course? Alors au départ, j'avais essayé un petit peu de me faire un petit calendrier au niveau des étapes, mais finalement les choses se font sur le moment, sur le terrain et au feeling. Donc en fait, mes journées, elles démarraient le matin, je me levais à 4 heures du matin, je déjeunais bien. Ensuite, je faisais mes petits résumés d'étapes puisque je tenais un blog aussi, un site internet, donc je faisais mes petits résumés d'étapes, je mettais les photos, je mettais tout ça en ligne. Et puis ensuite, vers 6 heures du matin, je prenais la route. Et après, suivant le physique, suivant les conditions, je faisais des pauses. Alors c'est vrai que je m'octroyais quand même pas mal de pauses pour me ravitailler, mais il n'y avait pas de choses vraiment prédéfinies. C'était pas tous les jours forcément la même chose. Enfin, il y avait une chose que je respectais, surtout en deuxième partie de périple, c'est que je faisais une grosse pause à mi-parcours, même un peu plus, disons trois quarts. Aux trois quarts du parcours, je faisais une grosse pause de 2 heures et demie, donc vers midi et demi, par là où je mangeais énormément parce que je voulais vraiment pas, il fallait pas que je fonde, que je perde du poids, il fallait que je garde musculairement, il fallait que je sois fort, donc voilà, je me gardais une période comme ça de 2 heures où je mangeais, puis je faisais une petite sieste avant de repartir pour faire la dernière partie de période. Et donc en fait je finissais mes journées vers 18 heures. Ça y est, nous sommes le 14 mai 2017, c'est le jour du grand départ. Tu t'élances pour un premier tronçon d'environ 3 semaines sur Terre-Neuve, une première partie de course qui a été marquée par un climat psychologique à la limite du soutenable avec ton chauffeur et des problèmes physiques très pénalisants qui ont probablement dû être amplifiés par le contexte psychologique assez difficile. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 premières semaines de course sur Terre-Neuve? Oui, alors je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que j'ai eu un souci, ça a été une erreur de casting en fait avec mon premier chauffeur.
Voilà, je suis tombé sur un chauffeur qui était très anxieux, qui doutait de tout, et j'ai subi son caractère, hein, tout simplement, puisqu'il a été quand même assez virulent, assez violent parfois dans ses mots. Ça a été très compliqué pendant ces 3 semaines de Terre-Neuve, surtout qu'en plus Terre-Neuve c'est quand même assez sauvage, donc c'était pas simple. Le dénivelé était assez important, donc j'ai déjà physiquement, il a fallu que je m'adapte parce que c'était les premiers tronçons, donc il a fallu que le corps s'habitue à cet effort-là. Mais ensuite, effectivement, il a fallu que je gère le relationnel avec mon chauffeur, qui a été très compliqué. D'ailleurs, il a fallu que, au bout de 20 jours, j'ai appelé au secours pour qu'on puisse me changer de chauffeur, parce que il mettait le périple en T'es pas danger. tenable sur la durée, oui. Ça aurait été très compliqué de continuer. Et en plus, j'étais tellement atteint psychologiquement que ça m'a déclenché une blessure, des blessures que j'ai jamais eues auparavant, puisque je me suis blessé sous le pied. J'ai eu un gros hématome sous le pied qui s'est infecté. Il a fallu que j'arrête 2 jours et demi pour soigner la blessure. Mais ça s'est déclenché au bout du cinquième jour. Donc ça a été très rapide. Et donc là, ça a été vraiment très difficile. Surtout qu'en plus, il faisait pression pour que j'abandonne. Mais j'ai tenu le coup. Voilà, j'ai tenu le coup. Ça a été compliqué, mais ça a pas été forcément la meilleure partie par contre. Ça a été même, je dirais, l'enfer. Est-ce que tu peux compter sur le soutien de tes proches en France? Est-ce que tu as une relation suivie avec eux et des moyens d'échanger régulièrement? Est-ce que tu nourris ces échanges pour t'aider et t'accompagner? Oui, j'ai changé sur les réseaux sociaux. J'avais souvent ma famille au téléphone, mes amis. Donc non, de ce côté-là, ça allait. Heureusement que j'avais ce soutien, parce que sinon, c'est vrai que j'avais besoin d'en parler. J'en ai pas parlé à grand monde, mais il fallait que je me libère, que je parle de ce qui se passait, parce que les gens se rendaient pas forcément compte. Les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, pour eux tout se passait bien, alors que c'était la catastrophe. Je sentais que j'étais pas loin d'abandonner, quoi. Ça a été très compliqué. Mais heureusement que les proches étaient là. Tu arrives ensuite sur le continent avec une nouvelle chauffeuse qui vient t'accompagner pour les 3 semaines suivantes. La dynamique va être tout de suite très différente. Dans quel état t'as-t-elle récupéré? Ah ben, dans un état lamentable, c'est simple. J'étais au fond du seau, j'arrivais pas à me projeter sur le périple. Pour moi, j'allais pas tarder à abandonner. Dans ma tête, c'était pratiquement clair. Et puis bon, j'avais perdu énormément de poids, alors que d'habitude, ce genre de périple-là, je monte en puissance, et je perds pas forcément énormément de poids, mais là, j'étais vraiment très faible, physiquement, moralement. Donc elle m'a récupéré. En plus, quand je lui ai raconté l'histoire, elle a été hyper surprise, quoi. Elle s'y attendait pas à ça, donc ça a été. Mais bon, elle a pris les choses en main. Elle m'a requinqué, elle m'a fait des bons petits repas, et j'ai repris du poids de la bête, et c'est sûr que même au niveau de l'ambiance, ça a été une bouffée d'oxygène, quoi. Elle a été adorable. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui qui habite à Terre-Neuve, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré à mi-parcours dans Terre-Neuve. C'est une Française qui s'est installée à Terre-Neuve avec son mari, originaire de Pau, donc pas loin de chez moi, hein, à côté, à 40 km. Donc quand j'ai fait étape du côté de chez elle, elle nous a invités, et c'est vrai qu'elle m'avait dit, si un jour t'as un souci, il n'y a pas de souci, tu dis appelle-moi, et puis je verrai ce que je peux faire. Moi, si je peux aider, moi ça me plairait énormément de participer à une aventure comme celle-ci. Donc voilà, elle a pris le relais, et ça s'est super bien passé, quoi. Elle a sauvé le périple pratiquement, parce que c'était mal parti. À quelques jours de ton arrivée à Montréal, tu sens qu'une bascule s'opère, notamment avec un coup de fil qui t'a fait beaucoup de bien et qui vient te redonner confiance et te relance pour la suite de ton défi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parce que c'est vrai que Kémy, elle m'a requinqué, mais c'est vrai que j'étais pas non plus forcément au top. J'avais toujours une douleur sous le pied qui était infernale. Ça me lançait jusque dans l'épaule quand je tapais sur le pied. Donc c'était compliqué. Et c'est vrai que quelques jours avant Montréal, j'avais des petits doutes, et donc je me suis arrêté sur le bord de la route, et j'ai appelé une amie qui est quand même assez spécialiste dans le domaine de la course de longue distance, et elle a su trouver les mots. On a parlé une bonne demi-heure.
Et puis finalement, c'est à partir de ce moment-là, il y a eu une petite bascule qui a fait que j'ai repris confiance en moi. Je me suis aperçu que finalement, même malgré les difficultés, j'arrivais quand même à avancer, et c'était ça l'important. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été que du positif. J'ai récupéré, et après, après c'est un engrenage, quand on sent qu'on va mieux, tout va mieux, quoi. Donc, mais c'est vrai que voilà, on va dire que le premier tiers du parcours jusqu'à Montréal, ça a été compliqué. Mais ensuite, il y a eu la partie où j'ai plus apprécié le périple et ça a été beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris par le fait qu'il me faille autant de temps pour rentrer vraiment dans l'aventure. Mais bon, ça c'est dû aux circonstances, quoi. Il y a eu cette histoire avec mon chauffeur, la blessure. Voilà, ça n'a pas été simple à gérer. Tu as ensuite été entouré, en tout cas rejoint par ton cousin à Montréal qui pour t'accompagner sur les semaines suivantes. Donc tout ça, j'imagine, a continué de créer ce climat et finalement cette inversion de la tendance où tu te reprojetais et tu reprenais confiance sur la suite de ce défi et de cette traversée. Oui, voilà, c'est ça. C'était les proches qui venaient prendre le relais. Donc il y a eu mon cousin, ensuite il y a eu ma cousine. Donc oui, tout ça a fait que j'ai repris confiance. Ils m'ont bichonné, quoi. Mais ensuite, c'était qu'un mauvais souvenir, tout ce qui s'était passé un petit peu avant, et j'ai pu apprécier un petit peu la deuxième partie de parcours. Est-ce que tu peux nous parler de l'accueil qui t'est réservé le long du parcours? Est-ce que tu sens beaucoup d'enthousiasme et d'admiration de la part des Canadiens que tu es amené à croiser sur ta route? Oui, énormément. Les Canadiens sont très curieux. Les Canadiens, voilà, c'est sûr qu'ils ont un petit peu une mentalité qui est différente d'ici, par exemple, parce que quand ils me voyaient sur le bord de la route, ils cherchaient à savoir ce que je faisais. Ils s'intéressaient. Ils s'intéressent à l'autre. Et tout au long de la route, les voitures s'arrêtaient. Alors je m'arrêtais, je prenais 5 minutes, je leur racontais ce que je faisais. En plus, ils voyaient le camping-car avec les autocollants, donc ils savaient ce que je faisais. À partir de là, ils avaient des étoiles dans les yeux parce que en plus, je courais pour leur héros. Parce que tout le monde connaît Terrifox là-bas, donc c'est vrai que pendant tout le périple, je me suis jamais senti seul. Sur la route, il y avait toujours des voitures qui s'arrêtaient, ou des petits coucous, ou des petits coups de klaxon. Voilà, ils m'ont porté, quoi. Les Canadiens m'ont porté jusqu'à Vancouver. Ça a été vraiment, j'ai découvert le peuple canadien, quoi. J'ai vraiment découvert, ils ont le cœur sur la main, quoi. Ici, c'est incroyable. Il tenait même, de ce que j'ai pu lire, à te faire des dons, même à aussi contribuer à ce que tu puisses lever des fonds, alors que c'était pas forcément le projet initial. Et finalement, de même, c'est tellement dans leur culture. Oui, c'est ça. Ils voulaient apporter leur contribution aussi. Ils me donnaient de l'argent et puis cet argent, je leur disais, écoutez, à Vancouver, je remettrai la totalité de la collecte à la Société canadienne du cancer. Donc oui, ça s'est fait naturellement. C'est venu directement d'eux, quoi. Moi, j'ai rien demandé. Et donc voilà, c'est incroyable. Hein, Et puis en plus, je ne voulais pas que ce soit la copie conforme de ce qu'avait fait Terrifox. C'est vrai qu'à la base, je voulais pas le copier. C'était pas mon intention, c'est pas mon intention. Hein. C'est vrai que lui avait fait cette démarche-là pour collecter des fonds. C'est pour ça que moi, à la base, je ne suis pas parti là-dessus. Mais bon, c'est venu des Canadiens. Le cœur a parlé. Leur cœur a parlé et voilà, bon, j'ai collecté quand même 10 000 euros. J'ai pu collecter 10 000 euros sur l'ensemble du parcours. Je trouve que c'est quand même pas mal. Tu retrouves ta cousine venue de France à proximité de Thunder Bay un peu après la mi-parcours. Pour avoir vu les images, c'est un moment qui est très fort en émotion. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu t'autorises à relâcher un peu la pression dans cet environnement qui est intime et familial? Ah ben oui, là je me suis lâché. Oui, c'est vrai que ma cousine, quand je l'ai vu arriver, en plus c'est une cousine que je vois pas forcément souvent et que j'apprécie énormément. Donc c'est vrai que quand elle est arrivée, quand je l'ai vue sur le bord de la route, j'ai un petit peu tout relâché. Mais je me suis dit, la connaissant, je me suis dit on va passer 15 jours, 3 semaines incroyables. Et donc j'étais hyper confiant pour la suite. Tu arrives ensuite à Thunder Bay après 5300 km de course déjà, un lieu riche de symboles et qui va être une source d'émotion particulièrement forte pour toi là aussi. Qu'est-ce que tu ressens au moment d'arriver sur le mémorial de Terrifox? Tu nous l'évoquais tout à l'heure, c'est des images que tu avais déjà en tête, que tu avais vues sur des photos, des vidéos. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être là à ce moment-là? J'ai l'impression de vivre un rêve, quoi. Parce que, j'ai l'impression que c'était irréel. Parce que quand je suis arrivé sur le mémorial, quand on le voit comme ça, mais j'ai dit,
c'est pas possible, quoi. Et puis bon, c'est vrai que quand on le voit en vrai, c'est pas pareil que sur une photo, sur une vidéo. Et voilà, j'avais l'impression que c'était irréel. Et puis après, bon, après il y a eu l'émotion parce qu'on se dit que voilà, il s'est arrêté là, et c'est injuste. Et voilà, j'ai eu ce sentiment d'injustice en me disant pourquoi ça lui est arrivé, pourquoi il s'est arrêté là et pourquoi moi je suis là et pourquoi moi je suis en bonne santé, je suis en pleine forme et je vais continuer son rêve alors que c'était son rêve à lui, quoi. Donc j'étais un petit peu troublé, quoi. Ça a été une journée un petit peu assez éprouvante au niveau émotionnel. Oui. Elle a été très éprouvante et puis finalement elle a créé une situation un peu particulière, c'est que tu as eu finalement de la difficulté à repartir et à trouver la motivation pour t'élancer en direction de Vancouver. Est-ce que tu penses que tu tires ta force de Terry en te disant que tu te dois de poursuivre son rêve maintenant? Ben, c'est-à-dire que oui, ça a été compliqué parce que jusqu'à présent j'avais ce sentiment de courir sur ses traces. Et puis là, Thunder Bay, ça y est, c'était fini, quoi. J'étais tout seul, quoi. Je me sentais un peu, entre guillemets, seul, quoi. C'était moi qui allais faire mon chemin, ma trace. Donc pour me remotiver, ça a été un petit peu compliqué. Mais d'un autre côté, j'avais beaucoup de Canadiens qui me disaient il faut que vous arriviez jusqu'à Vancouver parce qu'on a eu tellement de peine lorsque Terry a dû arrêter. Vous n'allez pas faire pareil. Il faut arriver jusqu'à Vancouver. Donc j'avais les locaux qui me poussaient. Ils me disaient il faut arriver jusqu'à Vancouver. Et puis je le sens. Et puis en plus, bon, il y avait un petit côté spirituel parce que je le sentais là au-dessus quelque part. Il était là. Je me disais il faut que j'arrive au bout. Je vais arriver au bout. Et puis j'ai sa force. Il me donne sa force. Et puis puis j'arriverai jusqu'à Vancouver. Mais il y a eu un petit moment de flottement effectivement où pour me relancer, ça a été un petit peu, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Surtout qu'en plus, bon, c'est vrai que ma cousine qui m'a conduit malheureusement, elle m'a conduit que pendant 6 jours, petite semaine, parce qu'elle a eu de gros soucis de santé et elle a dû rentrer en urgence en France. Donc voilà. Donc j'avais ça. Déjà, quand elle est arrivée à Thunder Bay, elle avait 42 de fièvre. Donc elle était dans une forme, elle était vraiment pas en forme du tout. Donc voilà, c'est ce qui, tout ça, c'est un petit peu emmêlé. Et c'est vrai que les premiers jours ont été un peu compliqués. Mais après, c'est vrai que j'ai retrouvé la motivation, je me suis recentré, j'ai repensé à des tas de choses, à ce que m'avaient dit les gens que je rencontrais, à Terry Fox, au mémorial, à son rêve, et puis je me suis reboosté à bloc. Tu as même eu le plaisir de retrouver Kenny, donc qui était ta première chauffeuse au moment où tu arrivais sur le continent, qui finalement est venue suppléer ta cousine. Exactement, elle est arrivée, au pied levé, elle est arrivée, elle a pris l'avion, hein, sans hésiter, elle a demandé à son mari, évidemment, parce que c'est pas simple non plus de partir comme ça. Mais elle avait vécu une aventure tellement extraordinaire, quand elle m'avait conduit la première fois que, en fait, elle attendait que ça revienne. Elle me l'a dit, bon, c'est vrai que c'est pas gentil pour ta cousine, mais enfin, je suis content d'être là, quoi. Et donc, en fait, elle m'a conduit pendant 3 semaines. Donc, en fait, Kenny m'a conduit pendant pratiquement, 1 mois et demi, ouais. le tiers du parcours. Elle m'a fait le tiers du parcours, pratiquement. Ça doit être dur dans les moments où vous dites au revoir et après, parce que vous mais vivez oui, quand même une relation très particulière, donc chacun des chauffeurs avec qui ça s'est bien passé, ça doit être un vrai déchirement le moment de se dire au revoir. c'est ça. Alors, parce qu'on crée des liens. Bon, alors, mon cousin, tout ça, je connais, mon cousin, ma cousine, donc c'est vrai que c'était, voilà, à chaque fois, c'est un petit pincement au cœur. Mais après, il y avait aussi les personnes que je ne connaissais pas, avec qui j'ai fait des liens. Kenny, c'est une grande amie. Kenny, on s'appelle régulièrement, et puis voilà, et puis il y en a eu d'autres, hein. Donc, c'est vrai que, quand il arrive le moment de se quitter, ah ben, il y a un petit pincement au cœur. Et puis après, il faut se réadapter à notre personne. Donc, il faut faire le briefing, expliquer un petit peu. Il faut que le chauffeur puisse se prenne ses marques. C'est pas simple quand il y a les changements de chauffeur. Tu poursuis ta route et tu approches des montagnes rocheuses. Les Canadiens que tu rencontres alors sont assez alarmistes sur les conditions hivernales que tu pourrais être amené à y rencontrer. Oui. Mais ça, je le savais depuis le début de parcours déjà, quand les gens me posaient des questions, ils me disaient, mais vous arriverez quand à Vancouver? Je disais, en novembre. Ah, mais vous allez passer les rocheuses. Ah, le mois d'octobre, novembre, ça va être compliqué parce qu'il neige beaucoup là-bas. Donc voilà, pendant tout le parcours, je pensais un petit peu à ça, j'avais ça dans le coin de la tête. Et c'est vrai que plus j'approchais des rocheuses et plus j'étais angoissé un petit peu, parce que je me disais, ce serait quand même ballot de rester bloqué, voilà. Presque à la fin du périple, quoi. Donc j'ai eu des petites angoisses, mais finalement, malgré les conditions qui étaient quand même assez rudes,
J'ai pu passer. On n'a pas été bloqué avec le camping-car au niveau de la neige, malgré le fait qu'il y ait beaucoup neigé. Et j'ai su après avoir passé les Rocheuses que je serais passé quelques jours avant. Le camping-car ne passait pas parce qu'il y avait des camions qui étaient coincés, des voitures. Donc j'ai eu une chance phénoménale. J'ai passé les Rocheuses au bon moment. Ça a été un passage qui n'a pas été si simple que prévu, puisqu'il y a passé beaucoup plus de temps que ce que tu pouvais imaginer. Tu as passé plutôt une grosse dizaine de jours plutôt que les 2-3 jours que tu pensais y consacrer. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là psychologiquement, alors qu'on est à quelques jours de l'arrivée, et que tu touches au but, et qu'il y a ce passage qui est particulièrement difficile et beaucoup plus que ce que tu pouvais soupçonner? Est-ce que ça a un gros impact sur ton moral, ou dans ta tête, tu es déjà arrivé et finalement le plus dur est derrière toi? Alors déjà, c'est vrai que c'est un petit peu de ma faute parce que je me suis imaginé, si j'avais vraiment vu au niveau du kilométrage, je me suis pas bien rendu compte. Pour moi, les Rocheuses, c'est juste une montagne à passer, quoi. Mais c'est pas ça, c'est toute une chaîne de montagnes. Voilà, les Rocheuses, c'est quand même, c'est imposant, quoi. C'est pas rien. Donc c'est vrai que pour moi, dans mon idée, c'était je monte et puis après je redescends vers Vancouver. Voilà. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Les Rocheuses, il m'a fallu, effectivement, 10 jours, un peu plus de 10 jours pour arriver à bout des Rocheuses. Alors je montais, alors, quand je redescendais, je me disais allez c'est fini, j'ai passé les Rocheuses et finalement je me revoyais une chaîne de montagnes en face. Enfin, j'arrêtais. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu atteint au niveau du moral parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol de monter, descendre sans arrêt dans des conditions qui étaient parfois un peu compliquées. J'avais l'impression de pas en voir la fin, mais d'un autre côté, je me disais, bon, allez, t'en chies un petit peu, mais t'es arrivé, t'as fait le plus gros, tu l'as fait, tu vas pas abandonner maintenant, ça y est, c'est bon, t'y es, physiquement, t'es bien, donc il y a pas de raison, voilà, tu prends ton mal en patience, et puis tu vas y arriver, et puis alors, bon. Et puis je m'accrochais surtout au paysage, quoi. Le panorama était fabuleux, quoi. Les Rocheuses, c'est magnifique, c'est majestueux. Donc voilà, il y avait un équilibre qui fait que j'ai passé les Rocheuses relativement bien, quand même. À quelques kilomètres de ton arrivée à Vancouver, tu vis un autre moment extrêmement fort émotionnellement à Port Coquitlam, qui est le lieu en fait où est la tombe de Terry Fox. J'imagine que ça est particulièrement marquant pour toi parce que à ce moment-là, tu sais que tu vas réussir finalement là où lui avait malheureusement dû s'arrêter en route. C'est ça. J'ai eu ce sentiment d'injustice encore une fois, mais là encore plus marqué parce que là j'étais sur sa tombe. Donc oui, quand je suis arrivé sur sa tombe, ça a été une énorme émotion. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que voilà, on réalise qu'un jeune comme ça, plein de force, part, voilà, alors que il a un rêve et puis il aboutit pas à son rêve, il n'atteint pas son rêve. Et puis moi je suis là, je suis arrivé au bout et je me pose la question pourquoi moi, quoi, pourquoi j'y suis arrivé, pas lui. C'était à lui à arriver, pas à moi. Donc c'est vrai que ça a été, ça a été très émouvant, oui, ce passage à Coquitlam. Tu arrives le 6 novembre à Vancouver après plus de 172 jours de course, soit 172 marathons et près de 7100 km parcourus depuis St. John's. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu arrives? Je ne sais pas si on peut parler de ligne d'arrivée, mais en tout cas, les dernières secondes de ce grand défi, de cette traversée. Disons que je suis... Est-ce que c'est un sentiment partagé? Est-ce que tu es plutôt content que la traversée soit terminée, ou est-ce que c'est la fin de quelque chose et ça laisse un grand vide derrière peut-être? Ah non, oui, non, mais j'ai déjà la nostalgie. Parce que les derniers instants, même les derniers jours, je fais un petit flashback sur tout ce que j'ai vécu et je suis j'ai déjà envie, j'aurais tellement envie de revenir en arrière et de recommencer. Mais bon, d'un autre côté, ça voudrait dire aussi que il faudrait que je revive un petit peu les mauvais moments et voilà. Donc je garde en tête, en fait, j'essaie de garder en tête tous les bons moments et puis je me dis que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je voulais lui dire merci et j'ai réussi à lui dire merci à ma façon. Voilà ce que je me dis. S'il devait n'y en avoir qu'une, quelle est la chose, je dirais, qui t'a fait tenir pendant cette traversée de plus de 7000 km et à laquelle tu t'es accroché dans les moments difficiles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a guidé, qui t'a sorti de tous ces moments difficiles? C'est l'esprit de Terry Fox qui planait au-dessus de moi, qui me disait que il faut que je tienne le coup, que je fasse le meilleur, que je sorte le meilleur de moi-même parce que il le mérite. J'étais omnibulé par ça. Je revivais pendant tout mon parcours, je revivais un petit peu ce qu'il lui a vécu et ça m'a donné énormément de force, quoi. Et ça m'a aidé à relativiser sur plein de choses aussi, hein, parce que c'est vrai que
que je souffrais à des moments, c'était pas si évident que ça. Mais d'un autre côté, j'étais vivant, j'en étais sorti, j'avais plus le cancer. Lui, voilà, lui était parti comme ça, brutalement. Donc voilà, c'était l'esprit de Terrifox qui était là, et c'est ce qui m'a permis de boucler ce périple. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer? Le plus difficile, ça a été le problème avec mon premier suiveur. Hein. C'est ça qui est compliqué, parce qu'en général, quand on a un chauffeur, un suiveur, on attend de lui, voilà, qui s'occupe bien de nous, qui essaie de nous apaiser, tout ça, alors que là, il faisait carrément tout l'inverse. Quoi. Donc ça a été vraiment la période la plus noire du périple. Voilà, ça a été le moment le plus difficile pour moi. Et c'est la période la plus difficile, mais c'est aussi, je suis fier d'avoir vécu ce moment-là, parce que voilà, quoi. J'ai réussi à surmonter ça. C'est justement la question que je voulais te poser. Est-ce que cette course, cette course, cette traversée, elle t'a appris des choses sur toi? Est-ce qu'elle a révélé des choses que tu soupçonnais pas? Oui, elle m'a conforté, on va dire, dans le fait que moi je dis que voilà, le corps humain bon, il a ses limites évidemment, il peut aller très très loin. Dans des circonstances bien particulières, on peut pousser le corps et l'esprit très très loin. Et c'est ce qui s'est passé durant ce périple. Ça s'est confirmé. Voilà. Donc en fait, ça me conforte un peu plus dans ma vision des choses au niveau de l'être humain. À la suite de cette traversée, tu as déclaré ne plus vouloir te frotter à ce type de défi. Qu'est-ce qui a guidé cette décision? J'ai dit ça, moi? Est-ce que tu étais allé au bout de l'exercice? Tu avais fait la plus belle chose que tu pouvais rêver d'accomplir? Oui, j'avais dit que j'avais bouclé la boucle et que c'était terminé. C'est ce que j'avais dit, oui. Parce que je pense que pour moi, j'étais arrivé un petit peu au bout des choses. Hein. C'était la finalité des choses. Hein. Et puis, bon, finalement, il se trouve que c'est pas la finalité des choses. Voilà, je continue un petit peu. Je vais continuer un petit peu dans cette... La vie est pleine de surprises. La vie est pleine de surprises parce que je m'aperçois que finalement, bon, après je l'ai dit, lorsque je l'ai dit, je pense que je l'ai dit aussi sur le coup de la fatigue aussi, parce que bon, quand j'ai terminé mon périple, j'ai tout relâché, ça a été, voilà, quoi, parce que j'ai dépensé énormément d'énergie pendant ces 6 mois. Donc c'est vrai que sur le moment, on dit des choses qui sont pas forcément, voilà. Moi, sur la route, des fois, j'en chiais tellement que je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Je serais bien dans mon canapé, tranquille, dans un bon film à la télé. Et voilà, quoi. Mais bon, des fois, on pense des choses sur le moment comme ça, et puis après, avec le recul. Donc voilà, donc finalement, non, c'est pas la finalité des choses, parce que je m'aperçois que ce que je fais, ça fait du bien aux gens, et puis je me rends utile. Voilà, ça me coûte rien, à part un peu d'effort, un peu de souffrance, mais c'est rien à côté de ceux qui souffrent en permanence, quoi. On va parler un peu d'avenir maintenant, Guy. Est-ce que à plus long terme, est-ce qu'il y a un défi qui te fait particulièrement envie, que tu n'as pas eu l'occasion d'accomplir? Est-ce que tu as un nouveau projet d'une envergure très importante et qui te tient à cœur à mener, ou est-ce que c'est pas tout à fait précisé encore aujourd'hui? Si, j'ai un projet qui est en cours. Hein. Je devais déjà partir d'ailleurs cette année, mais bon. Donc là, je vais partir plus précisément en mars prochain pour un nouveau Tour de France. Alors, ce sera un tour des régions de France. C'est-à-dire que je vais traverser toutes les régions de l'Hexagone, les unes après les autres. Et je vais collecter des fonds pour une association de chaque région. Alors, c'est pas une association qui sera forcément liée au cancer ou quoi que ce soit. Il y a différentes, donc j'ai la liste de toutes les associations qui ont répondu présentes. Donc, donc en fait, je vais soutenir 15 associations. Et je vais donc je vais essayer de boucler un circuit de 5000 km en moins de 100 jours. Ce qui implique une moyenne de 50 km par jour. Pour essayer de voir si je peux tenir la cadence. Donc voilà. Ça, le départ, ça s'appelle l'Ultra Run France Tour. Et donc le départ est prévu pour mars prochain. Il devait être prévu cette année. Non, il devait être prévu en 2020. En mars 2020, je l'avais reporté d'un an. Donc je devais repartir, j'étais prêt cette année à partir. Donc si les conditions le permettent, j'espère. J'espère qu'en mars 2022, on sera sorti. J'espère aussi qu'on en sera sorti, parce qu'en attendant, je continue à courir et m'entraîner, courir, je fais que ça, quoi. Ça fait 3 ans que je fais que ça, parce que je peux pas m'arrêter. Sinon, il faut que je reparte à zéro, donc il faut que je me maintienne. Donc c'est compliqué, quoi. Des fois, j'ai du mal
me motiver. Mais bon, voilà. Donc voilà, mon prochain défi, c'est l'Ultra Run France Tour, donc un périple de 5000 km en moins de 100 jours. Eh bien, nous te suivrons avec beaucoup d'attention et d'intérêt à partir de mars prochain dans cette nouvelle aventure, Guy. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, c'est-à-dire une citation ou une devise qui t'inspire et qui pourrait incarner ton état d'esprit et ta façon d'appréhender la vie. Est-ce que tu aurais un motto de la fin à partager avec nous ? Oui, la citation, c'est une citation de Sénèque. J'en ai fait ma ligne de conduite. Cette citation, c'est ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Voilà. Donc c'est ce qui m'a permis de oser faire des choses. J'ai osé faire des choses et j'ai réussi des choses que je n'aurais jamais imaginé pouvoir réaliser un jour. Je me suis aperçu que finalement, quand on se lance dans des choses, des fois effectivement ça passe pas, mais la plupart du temps ça se passe bien. Donc ça permet un petit peu de pas passer à côté de choses extraordinaires comme celles que j'ai vécues. J'ai osé faire des choses et c'est ce que je continue à faire. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Guy de nous avoir fait vivre avec toi cette traversée transcanadienne hors du commun qui, bien plus qu'une seule performance sportive remarquable, est avant tout une aventure humaine exceptionnelle et une incroyable leçon de courage et d'abnégation. Bravo à toi pour ce formidable exploit et l'espoir qu'il permet de susciter chez beaucoup de malades, de proches de malades et plus largement chez chacun d'entre nous. Merci encore pour nos échanges, c'était un immense plaisir de pouvoir discuter avec toi et de vivre au plus près de toi cette traversée du Canada. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets et donc notamment le rendez-vous que tu nous as donné en mars 2022 sur ta traversée de la France et des 15 régions françaises. À très bientôt Guy, merci pour tout. À très bientôt, merci à toi Guillaume. À bientôt. Bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.